J'avais une question sur le lien entre le Japon et les États-Unis. Est-ce qu'ils ont reçu un genre de plan Marshall pour les aider à reconstruire le pays, ou bien c'était des sanctions d'après-guerre, des sanctions de guerre puis des aides? Il y a eu l'équivalent d'un plan Marshall. Et alors, le truc intéressant sur la question, c'est tout le truc sur la qualité japonaise, le mouvement qualité japonais. Les gens qui ont travaillé sur le stockage et au niveau économico-statistique, et les gens qui ont travaillé sur la qualité, eh bien en fait étaient des Américains qui sont venus au Japon dans le cadre du plan de reconstruction d'après-guerre. Et leurs explications ont mieux porté sur les Japonais que sur les Américains eux-mêmes. Donc on parle de Juran et de Deming, entre autres. Et ce sont ces Américains qui ont donné des conseils tellement bien appliqués par les Japonais qu'ils ont réussi à avoir leur miracle économique de l'après-guerre, les 30 Glorieuses. Que les Américains n'ont pas réussi à faire. Les Américains n'ont jamais réussi à appliquer complètement ce que du coup Juran et les autres recommandaient, analysaient pendant les 30 Glorieuses. Ça leur est arrivé beaucoup plus tard, à partir des années 90. Il y a un moment où en fait les Américains ont en quelque sorte réaméricanisé le TQM, le Total Quality Management, avec des penseurs non américains, mais basés sur les États-Unis. Et d'un autre côté, le côté statistique de Motorola, qui a lancé les programmes Six Sigma. Avec du vocabulaire japonisant, puisqu'ils ont utilisé la référence aux ceintures d'arts martiaux. Eh ben, c'est miteux de ce côté-ci, mais ça a l'air d'être là l'entrée. Donc j'ai fait tout le tour. Fantastique. Attention, challenge physique. Il va falloir que j'enjambe une chaînette. Ça va être chaud. Non, je sais même pas où est l'entrée en fait. Il n'y a pas de porte ici. Si, là-bas, là. Ok. Le truc là-bas. Ça doit être de Yatai. Et le parking payant. Et l'entrée de Kyoto Keilin, c'est là. Avec donc les stars du Keilin. Yoshihiro Murakami, Koji Kawamura, Hiroyuki Nagaki, Hiroyuki Murakami, Hisanori Yamada, Yusuke Takakubo et Arashi Hatadan. C'est assez rare ça, Hatadan. Arashi Hatadan. Un final sur nom de famille, j'ai rarement vu pour les Japonais de souche. Cette porte-là est ouverte. Ouais, enfin c'était là ta sortie, frère, non? On va trouver l'entrée du Keilin.
On voit que le truc est vieillissant. Hein. Ça aurait besoin d'un petit coup de peinture, hein, au minimum. L'administration. Qui est toute fermée. Il y a le mec qui était en train de mettre le spray sur les plantes qui nous a regardé bizarrement, le petit vieux et moi, en se disant putain, est-ce qu'il rentre ici, il faut que j'aille leur dire de se casser et tout. Comme je suis pas entré, il est rien venu me dire, mais le petit vieux, lui, est entré et se balade. Il fait chaud, oui. On a fait le tour de quoi exactement? Du vélodrome de Keilin. Et on est à Kyoto, oui. On est à Kyoto-fu. Et je pense que... Attendez, je sais pas si on est... Je pense qu'on n'est pas dans un coup ici. Je récupère n'importe quelle adresse. Du bordel. Mais on est dans Kyoto-fu. Et c'est une ville qui est connexe, qui touche Kyoto-shi, donc la ville de Kyoto, au sud-ouest. On est au sud direct de Arashiyama, si vous voulez, pour ceux qui veulent essayer de se repérer. À bientôt, tonton. C'est folklore avec le haut-parleur vu d'ici. Oui, il y a des trucs ici. Faut pas faire de meiwaku. Faut pas gêner les gens. Mais par contre, un haut-parleur qui passe dans la rue à longueur de journée, c'est pas gênant selon eux, quoi. Une pensée un peu étrange. Donc voilà, le keirin qui est un sport de vélo, de piste, et aussi une des rares activités qui permet les paris. Au Japon, les jeux d'argent sont interdits, mais on peut parier sur les chevaux, les courses de bateaux unipersonnels, les mini hors-bord, les courses de vélo. Et c'est tout, non, les courses de moto aussi. Les courses de moto sur piste. Enfin, sur anneau. Et là, je crois que c'est tout. Donc, pas de paris sur le football ou ce genre de choses. On va attendre, non, vraiment sévère. On y arrive maintenant. Il faut qu'on rush pour traverser. Et il faut que je remonte la colline. Le lac Biwa, ça a l'air énorme. Oui, le lac Biwa est énorme.
On a des bambous là derrière le mini-stop. On va aller voir à quoi ça ressemble. Donc d'habitude en ville, on a des petites bambouseraie comme ça qui sont attenantes à des sanctuaires ou des temples parce que ça leur sert de bois de travail. Ils font pas mal d'objets avec. Et donc c'est pour ça qu'ils entretiennent tous une bambouseraie plus ou moins grande. Et là c'est étonnant de voir une bambouseraie qui n'est pas connectée à un temple. C'est comme c'est une plante qui se répand très facilement. Et ben quand on n'en a pas besoin, on a plutôt tendance à essayer de l'éradiquer ici. Parce que ça passe sous le macadam, enfin ça fait des saloperies. Hein. C'est extrêmement vivace hein, comme truc. On a une deuxième bambouseraie là. On va aller voir, on va espérer qu'au fond ça reconnectera là où on veut. Mais bon, c'est vers le haut de la colline, donc ça devrait aller. C'est pas plat! Référence si quelqu'un du groupe de guide est dans l'audience. Voilà, vous avez des bambous qui sont en train de pousser, des bambouqueurs. Vous voyez, un bambouqueur qui grandit, ça ressemble à ça. Il sort du sol, comme ça, en mode télescopique. Et c'est ceux-là qu'on va récolter pour les manger. Mais il faut les récolter juste au moment où ils pointent du sol. Là, quand ils sont grands comme ça, là, c'est déjà trop tard. Donc si j'ai bien compris, la technique tradie, c'est en fait toutes les feuilles des bambous, on les laisse bien tomber au pied des grands bambous. Et avec la saison, elles vont blanchir. Et elles sont au plus blanc juste avant que les pousses ne sortent du sol. Ce qui fait que, comme la pointe des bambous est noire, eh bien on va voir le bambou pointer le bout de son nez et on va pouvoir aller le déterrer. Mais étant donné le rythme de développement du bambou, il faut vraiment faire ça dans la journée, quoi. Si on le déterre pas dans la journée où il pointe le nez, après ça y est, il a grandi, c'est cuit. Il va y avoir une modification du cœur ou un truc quand il touche l'air extérieur, je pense. Et donc j'ai vu des gens vraiment se précipiter sur les points noirs pour aller déterrer. Petit lotissement d'approche moderne. C'est un style, faut aimer quoi.
quand c'est comme ça, je suis pas sûr que la vie en lotissement ce soit mieux que la vie en appart. J'ai un doute. Ils sont gros, c'est bon, oui, ils sont gros, oui, parce qu'après on va les éplucher et récupérer le cœur. Je tâcherai de vous en trouver dans le commerce, un de ces quatre. Bon, gros cimetière qui a seulement la salle de culte avec, il n'y a pas de temple complet avec. Donc je suppose que c'est un temple qui a dû revendre son activité à un grand ordre. Les temples au départ, ce sont tous des... Non, ce ne sont pas tous, mais une grande partie des temples sont des activités familiales en fait, des possessions familiales. Ça courbe du côté où j'ai pas envie d'aller. Je regarde mon Google Maps. Je vois sur la carte, ça fait beaucoup de villes connectées entre Kobe, Osaka et Kyoto. Oui, tout à fait. Non, c'est bon. Ok. Ça va dans le sens où je veux. C'est moi qui me fourvoyais. Excellent. Sur notre droite, on a un Kofun. Bon, on va voir si on peut jeter un œil ou pas. Il fait pas froid. Le Pocket est déjà avec son ventilo lancé et tout. Dans le sac. Et il faudra vraiment faire une vraie pause pour le déjeuner dans un endroit conditionné. Donc on tolérera d'aller dans un fast-food si c'est pour avoir un clim. Ces petites chaises roulantes électriques sont intéressantes parce qu'elles ont les roues avant avec une technologie spéciale qui en fait que plutôt que tourner la roue, le pneu en fait a une rotation et ça permet de faire des virages très très serrés pour les manœuvres. C'est une belle invention. Joli petit panorama, n'est-ce pas ? Alors, sur le Kofun, est-ce que je tourne ici ? Oui, je pense forcément. C'est le Kofun qui est là derrière. C'est rentable un temple, comme une entreprise, c'est différent de nos églises. Alors oui, ça peut l'être largement. Oui. Donc la répartition des activités, c'est que donc le Shinto, il est plutôt sur naissance et différents événements de la vie plus ou moins réguliers. Je suis pas sûr qu'on puisse voir le Kofun ou quoi que ce soit en fait. Attendez, j'inspecte un peu Google et je finis ma discussion sur le pognon.
Ouais, je me suis vraiment embarqué du mauvais côté en fait. C'est complètement... C'était dans notre dos au départ, donc on y viendra plus tard, Kofun. Alors du coup... Attendez, mince, j'ai oublié de vérifier ça. Alors... Tadam. Tadam. Je suis ici et donc ouais, je vais continuer le long pour récupérer ça et ça et ça. Okay. Donc oui, comme je disais, les sanctuaires se sont spécialisés plutôt sur les événements de la vie, naissance et événements répétés de l'année, de la vie, donc les années avec les tigres, les machins, les trucs. Tandis que... Et ils n'ont pas de considération particulière par rapport à la mort, en fait, dans leur doctrine. Alors que les bouddhistes, eux, ils sont arrivés surtout avec le rapport à la mort. Que devient l'âme, le corps, etc. après le trépas. Donc eux, ils sont liés à tout ce qui est funéraire. Et les cimetières, par exemple. Oh, des camping-cars, c'est rare au Japon. Et donc les cimetières, à l'époque moderne, sont, je pense, facilement à 90% des cimetières bouddhistes. Toutes les cérémonies funéraires sont bouddhistes. Et les gens ont tendance à payer pas mal d'argent pour tout ce qui est lié au funéraire. Sachant que le bouddhisme a créé des doctrines bien sympathiques, où genre le soin de l'âme des décédés, ça doit durer 33 ans, des trucs dans le genre, donc ils se font des rentes. Donc si tu as des membres de ta communauté qui meurent, qui s'occupent de leur mort, etc., et ben tu as une rente assez régulière. La petite prière commémorative qu'on doit faire très souvent juste après le décès et de moins en moins souvent avec le temps, elle te coûte quand même quelques centaines d'euros pour que le moine y vienne chez toi raconter des sutras pendant on va dire 25 minutes, une demi-heure max. Et je pense que ça doit coûter dans les 400 euros, je pense. Donc quand ton temple a cette activité-là qui tourne, eh ben oui, t'as de l'argent, c'est rentable. En plus, c'est sans impôt. Toutes les activités religieuses sont hors impôts et taxes au Japon. Donc il n'est pas rare de voir les moines avoir leur petite Mercedes pour madame et leur grosse Mercedes pour monsieur. Donc c'est familial. Ils ont le droit de se marier, ça se passe aux enfants s'ils le veulent, etc. Et ceux qui n'ont pas réussi à avoir une descendance que ça intéresse, eh ben ils peuvent revendre à un des grands cultes. Ils sont souvent plus ou moins affiliés dans une école de bouddhisme, mais il y a souvent un grand culte dans chaque école qui peut être intéressé à racheter ton temple et toutes ses activités. Et donc tous les lieux qu'on visite, tous les temples, tous les sanctuaires qu'on visite, ce sont tous des lieux de culte en exercice. C'est pour ça donc il y a un certain nombre de politesses qu'il faut respecter, parce qu'on est invité dans un lieu de culte en exercice. Ça n'a pas du tout la dimension muséique qu'on peut donner à une chapelle ou une église qui, n'ayant plus du tout de paroissiens, devient juste
un lieu touristique quoi, à l'arrivée, quoi. Bon, super, merci, j'apprends beaucoup. Il y a des sectes religieuses. Oui, il y a des sectes. Après, voilà, après vous regardez sur le mot secte, parce que le mot secte au départ, c'est une école à l'intérieur, c'est une sous-division pour raison liturgique dans une religion. Or, secte n'a pas toujours eu le sens négatif qu'il a en France maintenant. Donc il y a beaucoup de sous-écoles qui sont dénommées comme sectes, mais en fait, ils n'ont pas de comportement prédateur comme on le reproche aux sectes. Par contre, on a, oui, des sectes qui sont complètement chelous et azimutés. Vous regardez Vice. Vice, ils avaient fait un reportage il y a quelques années sur une petite secte. Ils étaient genre 10 dedans, voilà quoi. Où ça passait avec le sexe avec des handicapés. Enfin, il y avait des trucs. C'est vraiment complètement... Wow. Complètement starbé, ça existe aussi. Vous avez aussi une branche de la Soka Gakkai. La Soka Gakkai vient du Japon. Elle est coupée en 2 branches. Et la branche la plus sectaire, vraiment, c'est la branche qui est purement japonaise. Il y a eu un schisme. Et la Soka Gakkai qui existe en Europe, elle est classée secte, je crois, mais ils sont pas si nuisibles dans leurs activités. Tandis que la Soka Gakkai Japon, ils ont des magazines, ils ont un parti politique, ils sont extrêmement actifs. Alors, le lieu que je veux, son entrée, c'est où ? Attendez, il faut que je vous pose pour regarder les choses correctement. Waouh ! C'était pas droit. Alors, je vous offre ma tronche. Enfin, j'utilise itinéraire pour savoir quel chemin je dois emprunter. Ok, je suis bien. Et je vais avoir un chemin à travers. D'accord. Ok. On va par là. Après, c'est toujours été le problème de la définition de la secte et par rapport à qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas acceptable. En France, le fait qu'ils te demandent de l'argent, pour nous, une religion, tu vois, ça pose un problème. Alors qu'en Allemagne, l'argent pour le culte, il est prélevé sur ton salaire sans que tu donnes ton avis, quoi. C'est culturel, oui. Tout à fait, c'est culturel.
Pas encore, un peu plus loin. Donc pour ceux qui ont un talent pour les indices visuels, vous remarquez qu'on est vraiment de plus en plus entouré de bambou. Et donc, nous allons sur un site de bambou qui n'est pas la bambouserie de Arashiyama, mais qui est un espace plus sympa, à mon sens. Moins touristique d'habitude et du coup moins touristique en ce moment aussi. Hein. Et qui, je pense, permet d'apprécier beaucoup mieux les bambous. Vous vous souvenez qu'à Arashiyama, on a vraiment une palissade sur les côtés. Il nous empêche de toucher les bambous parce que c'est mauvais pour les bambous, parce que les gens graveraient des conneries dessus. Et donc les bambous sont grands, mais c'est une vraie forêt, c'est large, c'est très grand au-dessus de nos têtes, mais ça on n'a pas de contact au bambou. Alors qu'ici, on nous promet quelque chose de beaucoup mieux. Hop, je peux vous voir de nouveau un petit peu. Ok, on a un bon réseau. Hydratation, c'est pas une mauvaise idée. Dès que je trouve un endroit pour me poser, on va sortir la gourde et boire un petit coup. On va faire l'ascension pour commencer. Truc sur mon arc. Si le feeling, si vous avez besoin d'un feeling plus ouvert sur le bambou, il y a un petit chemin. Ah, c'est des toiles d'araignée. Il y a un petit chemin à Fushiminari qui part à un moment dans la forêt vers deux cimetières Shinto pour le coup, anciens. Et sur le chemin, vous avez des champs de bambou en exploitation. Et donc, vous pouvez être plus proche et voir plus clairement que à Arashiyama. Ça monte. Et ça. Pour faire des routes antisismiques, s'il n'y a pas trop de passage, ils mettent des dalles de béton à coller comme ça. Oui.
Il n'y a rien pour se poser, hein, pour la petite hydratation. Il y avait une autre entrée. Je suis deg. Il y avait une entrée plus cool par là. Oh la déguitude. On va commencer par là puis je vais repartir dans mon dos après. Là-bas il y a un petit muret où je vais pouvoir vous poser et boire. La grande île du Sud avec Fukuoka, Nagasaki, etc. Ça a l'air sympa. Kyushu, c'est très très bien. De toute façon, les 4 grandes îles, il n'y a personne qui dira « Ouais, celle-là, elle est nulle. » quoi. Elles ont toutes des intérêts différents, mais elles sont toutes intéressantes. Je me suis emmerdé la vie pour rien. J'hallucine. Donc il y a 3,4 km devant moi et 1,9 km derrière moi. Ok. Et... là, le petit coin à l'ombre. Hop, là, voilà. Comme ça. Merci pour l'hydratation. Faudra remplir la gourde. Donc puisqu'on nous annonce 3,4 km d'un côté et 1,9 km de l'autre, on va aller faire les 3,4 km en fait, non? Hein, on va prendre le plus long morceau. Est-ce que 125 millions d'habitants, on le ressent beaucoup par rapport aux 70 millions de Français? Non, pour moi, c'est vraiment quand tu as une grande ville, le ressenti population dans la grande ville, c'est Paris. Quand tu es dans une grande ville avec du monde, voilà, tu as Paris, c'est voilà, plein, c'est bondé comme Paris. Le centre de Paris. Quand tu vas à la campagne, tu peux te retrouver tout seul au milieu de nulle part. Assez rapidement. Ah mais si c'est 3400 mètres de pourri, ça m'intéresse pas des masses. Les gens qui ont la moto là-dedans, d'accord.